Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une interview. Et encore une fois avec Florian. La semaine dernière, tu as pu écouter Florian Bonin. Cette semaine, c'est au tour de Florian Augier. C'était aussi important pour moi de te le présenter, de l'interviewer, parce que c'est une source d'inspiration personnelle. C'est une personne que j'ai eue aussi en coaching, qui avait fait la business retraite l'année dernière. Et il est inspirant parce que c'est une machine. Il est très inspirant parce que il a cette capacité à passer à l'action, cette capacité à se poser les bonnes questions et à mettre la première pour y aller. Et je trouve que dans le milieu entrepreneurial, on a tendance à se poser beaucoup de questions, à réfléchir, à être beaucoup dans le mental, à être beaucoup dans le doute. Et personnellement, je pense que les réponses sont jamais dans la tête, en tout cas peut-être en partie, mais pas complètement, et qu'il est vraiment nécessaire de se mettre dans l'action, d'être dans quelque chose de concret, d'être dans la matière pour vraiment avancer et s'offrir la possibilité de réaliser ses projets. Et Florian, c'est ce qui va te partager dans l'épisode. Il va t'expliquer comment il a réussi à se connecter à lui, comment il a réussi à se poser les bonnes questions pour comprendre pourquoi il était fait, pour comprendre quelle méthode aussi il pouvait utiliser, quelle stratégie marketing il pouvait utiliser, et comment il a développé depuis à peu près 1 an ses formations en ligne, tout son contenu, toute sa démarche pour vivre aujourd'hui de son activité. Donc je te laisse avec l'interview, je te souhaite une très belle écoute et je te dis à très vite. Bonjour Florian. Bonjour Rémi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis très très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Ouais, on vient d'enregistrer une interview pour ton propre podcast et du coup j'avais à cœur de t'interviewer parce que maintenant on se connaît depuis quelques années, on peut dire. Ouais, ça commence à ouais. année, ça y est. J'ai toujours trouvé inspirant dans ton parcours, dans ta personnalité, dans ta capacité à passer à l'action aussi, à te poser les bonnes questions, à mener tes projets. Et du coup, dans le podcast, souvent, je parle de se connecter à soi, je parle d'apprendre à se connaître. C'est ce que tu as fait. Donc, du coup, je trouvais que c'était chouette que tu puisses intervenir là-dessus. Et en même temps, je parle aussi souvent de l'importance d'être dans l'action, d'être dans le faire. Et je trouve que tu es vraiment le symbole de ça pour moi parce que tu as cet équilibre entre te poser les bonnes questions et arriver à mettre en place des projets. Merci. Voilà. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ce qui te semblera juste de partager? Alors, ouais, c'est peut-être le plus dur. Alors, je m'appelle Florian, 34 ans. Je suis papa d'une petite fille. Donc ça, c'est la partie simple, on va dire. La partie, ce que je fais dans la vie, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué, parce que je suis un petit peu en transition. Je sais pas encore. Je suis photographe, mais formateur. Et je dis mais parce que cette partie est en train de prendre de plus en plus de place et cette partie m'a ouvert l'esprit sur ce que j'aimais vraiment, sur ce qui m'animait vraiment, ce qui me passionne le plus dans la vie en fait. J'ai longtemps cru que c'était la photographie et je suis en train de m'apercevoir que ce qui me passionne le plus c'est l'entrepreneuriat et la photographie était pour moi une porte d'entrée vers l'entrepreneuriat qui est un petit peu plus facile parce que tu peux monter des boîtes énormes, etc. Mais ça demande de l'investissement, etc. Alors que j'avais déjà l'appareil photo, j'avais l'ordinateur, j'avais juste à trouver des clients. Donc c'était beaucoup plus facile d'arriver à devenir entrepreneur. Trop bien. Donc, nous, on se connaît parce que du coup, on a fait un petit chemin ensemble justement sur ce travail de connaissance de toi, de prendre conscience de ce que tu voulais vraiment aussi. Est-ce que tu pourrais partager un petit peu, tu vois, pour des personnes qui n'ont pas fait ce travail-là et qui se demandent quelle est l'importance de mieux se connaître, quel impact ça a eu sur toi et par quelles étapes t'es passé dans ta tête, tu vois, ou même dans ta vie de manière générale? L'impact, elle est énorme. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir... C'est un travail que j'ai fait, là j'ai 34 ans, c'est un travail que j'ai fait aux alentours des 32-33 ans, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un avant, un après. Ma vie est totalement différente d'apprendre à se connaître parce que tu fais plus du tout les choses, tu subis plus. En fait, il y a vraiment ce côté où j'ai la sensation d'avoir repris le contrôle de ma vie, de mes choix, de mes réactions aussi.
C'était pas le cas avant? Non. C'est quoi? T'étais un peu dépassé par les choses? Ouais, et puis tu subis les événements. Il y a quelque chose qui t'énerve. T'es pas capable de comprendre pourquoi il t'énerve. T'es pas capable de. Donc, si tu sais pas pourquoi ça t'énerve, t'es pas capable de mettre les actions pour plus que ça t'énerve ou pour passer outre, en fait. Des fois, tout simplement, t'es dans les bouchons, je pouvais pester pendant une demi-heure. Et puis, maintenant, j'ai aussi ce côté de me dire, ok, oui, ça m'énerve parce que je perds du temps, parce que j'ai pas ci, parce que je peux pas faire ça derrière. Et rien que des fois, simplement de le conscientiser, tu l'acceptes beaucoup plus facilement. Donc c'est un énorme, c'est vraiment un avant-après dans ma vie, et j'ai l'impression d'avoir un peu le phénix ou sans aller jusque là, mais plus renaître une deuxième fois et une nouvelle vie quelque part qui commence, quoi. Ah, c'est énorme. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour justement arriver à mieux te connaître? C'est quoi les prises de conscience que tu as eues, tu vois? Ouais, Vous avez 4 heures devant attaque vous. C'est ma psychanalyse. Non, mais tu vois, en fait, souvent, j'ai une petite parenthèse. En fait, souvent, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, un peu le comment et tout. Et je trouve avec toi que tu as eu des prises de conscience qui étaient importantes, qui n'étaient pas forcément longues, du coup, et qui étaient percutantes. Tu vois, tu dis il y a eu un avant, un après. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est chouette. Et je pense que ça ne doit pas être compliqué, en réalité, les choses. Et est-ce que tu pourrais juste dire pour les gens qui vont nous écouter, tu vois, c'est quoi les étapes ou les prises de conscience importantes qui ont fait que tu as eu cette évolution, que tu as changé d'état d'esprit et que tu as appris à être plus connecté à toi, finalement? Alors déjà, faire un coaching avec Jérémy, ça aide. Simplement, en fait, je pense que oui, tu as raison, c'est pas si compliqué que ça. Il faut simplement s'écouter. Savoir, reconnaître. Si tu fais quelque chose par obligation, si tu le fais parce que ça te plaît, si tu le fais parce que tu as peur d'un autre événement, par exemple, c'est simplement arriver à prendre conscience de ça. À te dire, ok, là, ça fait 3 ans que je fais ça comme ça. Est-ce que je le fais parce que ça me plaît? Est-ce que je le fais parce que j'ai vu quelqu'un d'autre le faire et que ça marchait super bien pour lui? En entrepreneuriat, j'ai passé 1 an à poster tous les jours sur Instagram. Et puis à un moment, je me suis dit, mais moi, j'y passe du temps sur Instagram, mais sans plus. C'est pas une plateforme qui me parle plus que ça. Ok, pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais? Je l'ai fait parce que j'ai vu d'autres personnes qui avaient des résultats sur Instagram et je me suis aperçu que non, en fait, c'était pas adapté à moi, c'était pas comme ça que moi je fonctionnais, c'était pas une plateforme que je privilégiais particulièrement. Et je pense que s'écouter, c'est vraiment analyser un peu ton fonctionnement, tout ça. Ouais. Et tu vois, moi, il y a un truc qui m'a toujours marqué chez toi, c'est ta capacité à passer à l'action. Et autant, tu vois, dans les personnes que j'accompagne, il y a 2 types de personnes, tu vois. Il y a soit des personnes qui sont au contraire dans un frein absolu et du coup qui vont être beaucoup dans la réflexion, dans le mental, se poser 1 million de questions et jamais passer à l'action, ce qui peut être bloquant. Et du coup, je les aide justement à passer ce cap. Et à l'inverse, il y a des personnes qui vont être beaucoup dans l'action et qui vont manquer de se connecter à eux. Toi, je trouve que tu as un bon équilibre entre les deux et en plus, tu as la capacité de passer à l'action qui permet d'implémenter les choses. Quand tu as une idée, un projet, une envie, est-ce que tu te dis consciemment, il faut que j'y aille, je vais tester et je verrai après? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais naturellement? Comment tu vis les choses? Je pense que c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Mais encore une fois, on en revient à apprendre à se connaître. J'ai compris que mon plus grand défaut, ma plus grande force au final, c'est d'être impatient. J'ai cette impatience d'avoir des résultats rapidement. Et je peux passer 1 an à peaufiner un projet, lire tout ce que je peux lire sur ce projet, essayer d'être le plus calé au monde, sauf que quelque part, je vais prendre 1 an de retard. Tu vois, il y a vraiment. Tu le vois comme ça, du coup. Ouais, moi, je le vois comme ça. J'ai vraiment cette sensation de chaque seconde que je vais perdre à m'interroger sur quelque chose. Tu vois, j'ai dit perdre. Ouais. C'est une seconde que je vais pas mettre dans la réalisation de l'objectif. Dans l'atteinte de cet objectif. Et donc, j'ai tellement envie que tout aille vite tout le temps qu'au final, il faut que je passe à l'action pour arriver au résultat que j'ai envie d'avoir. Il y a des fois où j'y arrive pas. Il y a des fois où... sauf que j'ai pas perdu de temps.
Je l'ai pas perdu. Tu vois, j'ai lancé mon podcast, etc. C'est quelque chose que j'ai décidé en 3 jours. Ouais. En 3 jours, j'ai passé la commande sur Amazon pour acheter le micro, le machin, etc. Et ouais, j'aurais pu lire des livres, apprendre comment on mixe le son pour avoir une belle voix, pour avoir un machin, etc. Sauf que c'était du temps qui m'éloignait de l'objectif d'avoir un podcast concret. Et le bénéfice, c'est que ça existe, quoi. C'est ça. Ouais, c'est énorme. C'est ça. Enfin, une petite parenthèse. Est-ce que tu peux présenter ton podcast, parler de ton podcast, de pourquoi tu l'as créé d'ailleurs? Parce qu'on est dans un podcast, donc je pense que ça s'y prête bien. Pourquoi j'ai créé un podcast? À la base, la première idée... Alors, je suis un énorme consommateur de podcasts. Là, je travaille depuis mon domicile, mais avant, j'avais 2 heures de route tous les jours. Donc, la radio, ça me gonfle, etc. Les chaînes de la musique, j'écoute toujours la même. Donc, au final, au bout d'un moment, ça tourne en rond et tout. Donc, j'étais un énorme consommateur de podcasts. J'aime beaucoup ce média. Et pour une partie beaucoup plus terre à terre, j'ai une connexion Internet qui est complètement très très compliquée chez moi. J'ai une chaîne YouTube aussi. Sauf que le montage d'une vidéo, c'est pas quelque chose qui me passionne énormément. Et l'upload, ça peut me prendre une journée complète, 24 heures complètes pour mettre une vidéo en ligne sur YouTube. Donc je me suis dit, le podcast, les fichiers audio, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, j'aime bien parler. Je sais pas si j'aime parler, mais en tout cas, j'aime bien transmettre par la parole. Et une vidéo YouTube, tu me voyais, je me filmais dans mon bureau, face cam, etc. Donc il n'y a peut-être pas forcément énormément d'intérêt. Autant ne pas avoir la vidéo et avoir ce format qui t'accompagne partout. C'est énorme. En fait, c'est énorme ce que tu dis, parce que j'ai le sentiment que, à travers cet exemple du podcast, de cette contrainte que tu peux avoir du débit du réseau, finalement, ça t'a poussé à faire un truc que tu préfères. Ouais. Et je sens que c'est un peu la vie, tu vois. C'est que souvent, en fait, on peut soit s'acharner dans un domaine en se disant, je vais continuer en créant de la frustration, des freins, c'est long, c'est laborieux et tout, soit se dire comment je peux faire les choses autrement, en prenant autant de plaisir, sinon plus, et que ce soit beaucoup plus fluide, quoi. Et du coup, c'est un peu ce que tu expérimentes. Ouais. Et puis le podcast, il y a un côté intimiste, tu vois, j'aime bien. Moi, les podcasts que j'écoute, les personnes que j'écoute, ils sont avec moi quand je suis dans la voiture, quand je suis en train de faire à manger, etc. Je suis en train de faire de la cuisine. Et c'est un format qu'on a nulle part ailleurs. Une vidéo YouTube demande de l'attention. Une vidéo YouTube, il y a quand même beaucoup... Il y a à boire et à manger. Je trouve que sur les podcasts, on tombe beaucoup plus facilement... Alors, il y a à boire et à manger aussi, mais c'est à boire et à manger plus qualitatif, je trouve. Les podcasts, c'est rare quand tu finis une vidéo YouTube en disant cette vidéo YouTube, elle m'a fait réfléchir. Je pense que ça rentre dans la tête, le podcast. Ouais. Souvent, moi, j'en écoute, et dans un trajet en voiture, par exemple, ou même peu importe le contexte, et tu réfléchis, ça se fait avancer vachement plus, je trouve. T'es plus dedans, t'es moins spectateur extérieur où ça va rentrer, sortir, t'auras retenu des trucs, mais c'est fini. Et il y a vraiment un truc profond, je trouve. C'est marrant parce qu'une vidéo YouTube, au final, tu es beaucoup plus acteur parce que tu la regardes, ça demande ton attention. Mais ton cerveau, il peut partir beaucoup plus loin. Alors qu'un podcast, tu es en train de conduire, donc tu es concentré sur la route, tu es en train de couper tes légumes, etc. Et pourtant, ou faire ton sport. Et pourtant, je trouve que tu es beaucoup plus dans l'écoute et ça te touche beaucoup plus que... donc, c'est pour ça que j'ai créé mon podcast. Puis c'était j'en écoute tellement qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vas-y, fais le tien. Puis tu verras ce qui se passe, quoi. Bon, petite parenthèse fermée. Qu'est-ce qui te drive dans la vie ? Qu'est-ce qui me drive dans la vie? Me créer la vie que j'ai envie d'avoir. C'est important, hein. Ouais. C'est important. Me réaliser mes rêves de gosse, mais par un autre chemin que ce qui était au départ. Pour planter le décor, j'étais dans la grande distribution, je gérais des magasins, etc. J'étais cadre, des postes à responsabilité, dans des chaînes type Leclerc ou Intermarché, où en fait, c'est pas un grand groupe, c'est pas des franchisés, mais à chaque fois, c'est des franchisés plutôt. À chaque fois, tu as un propriétaire de magasin. Et donc moi, comme j'étais à des postes de direction, je m'entendais beaucoup avec les propriétaires des magasins, etc. Et j'étais amené, c'était mon rêve quand j'avais 17 ans, 18 ans, c'était d'avoir mon magasin. Et en fait, j'ai fait un burn-out.
dans la grande distribution. Pourtant, c'était ma passion, c'était quelque chose qui me drivait. Tu vois, le samedi après-midi, alors non pas le samedi après-midi parce que je travaillais, mais mon jour de repos, bah, moi, j'allais faire les courses dans un autre magasin. Ouais. J'étais capable de faire 2 heures de route pour aller voir un autre magasin. Comment il était, etc. Donc c'était ma passion, sauf que je suis arrivé à un stade où j'ai fait vraiment un burn-out, j'en pouvais plus. Mais j'étais, tu vois, cet avenir qui m'était promis quelque part, c'était un avenir alors peut-être de multimillionnaire, de belles voitures, de bonnes tables, de belles maisons, etc. Et ben en fait, ce qui me driverait dans ma vie, c'est d'arriver à ce parcours, d'arriver à cette réussite sans les contraintes de la grande distribution, parce que c'est un métier qui est tu te lèves à 4h du matin, moi j'avais un drive, j'étais directeur d'un drive, j'arrivais le matin à 7h, je repartais, il était 20h le soir. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris conscience que tu voulais plus cette vie? Tu vois, parce que souvent j'ai l'impression que on est dans un schéma, dans un truc, on a du mal à en sortir, tu vois. Qu'est-ce qui a fait où tu t'es dit putain mais c'est pas la vie que j'ai envie à l'époque de me lancer dans la photo? Alors, tu vois, c'est super bête. La naissance de ma fille, j'ai mes 2 semaines de congé paternité. Je reviens de mes 2 semaines de congé paternité. C'était le premier jour et tout. Et l'après-midi, je vais voir le propriétaire du magasin qui avait une petite trentaine d'années, peut-être un peu plus, 35 ans. Je rentre dans son bureau. Il était en train de faire un FaceTime avec sa femme. Et donc, je rentre dans le bureau et tout. Puis, j'attends sur le côté qu'il ait fini et tout. Puis là, il raccroche du FaceTime. Il me dit c'est le premier manège de mon fils et tout. Et là, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de vivre les premiers pas de ma fille? Est-ce que c'était tout frais? C'était 2 semaines, ça faisait 2 semaines que j'étais papa et tout. Est-ce que j'ai envie de vivre les premiers pas de ma fille par FaceTime? C'est un électrochoc, quoi. Ouais, ça a été un véritable électrochoc. Et ça, je me suis pris une claque dans ma vie. Ce jour-là, tu vois, je m'en souviendrai toute ma vie de cette scène, à me dire, est-ce que c'est ce que je veux? Et à partir de ce moment-là, c'est déclenché un énorme burn-out derrière. J'ai changé, j'étais donc dans un Leclerc et tout. C'est à combien ça? C'était il y a 4 ans. Ok. J'étais dans le Leclerc, tout se passait bien, je m'entendais avec ce directeur, je m'entendais super bien, etc. Je me suis dit, est-ce que c'est ce que je veux? Donc là, avec ma femme, on est parti, donc on vivait dans le sud de la France, on est parti dans les Vosges. J'ai trouvé un autre emploi, j'étais directeur dans un Auchan. Et en fait, je me suis aperçu que je retrouvais les mêmes problématiques. Je retrouvais cette sensation de j'y allais pas. Alors Auchan, c'est une chaîne intégrée, donc c'est beaucoup plus. T'as beaucoup moins de personnes au-dessus de toi, etc. T'es beaucoup moins contrôlé. J'arrivais de plus en plus tard le matin, puis je partais de plus en plus tôt le soir, etc. Et je me suis dit bah non, faut arrêter. C'est que je peux plus. Parce que je pensais que le problème c'était le Leclerc où j'étais, et en fait non, le problème c'était la profession en général, quoi. Dans ton podcast qu'on a enregistré tout à l'heure, à un moment je disais c'est important de regarder ce qui nous donne de l'énergie ou ce qui nous prend de l'énergie dans son quotidien, et a priori ce qui va nous donner de l'énergie c'est plutôt cette zone de génie, c'est plutôt ce truc pour qu'on ait fait qui nous nourrit, et ce qui nous en prend c'est important d'essayer de l'arrêter ou de le déléguer ou de le passer. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie toi dans ton quotidien? Être sur mon ordi et créer des projets. Je pense que je suis un homme de projet plus que d'application. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est toute la phase en amont, c'est la réflexion, c'est la création, c'est tout ça. Une fois que c'est lancé, une fois que c'est sur des rails, je peux me lasser. Alors que tant que je travaille sur l'idée, tant que c'est là où je m'éclate le plus en fait. Moi, tu me laisses un mind map, un ordi, et c'est parti. Je te refais le monde. C'est mon truc. C'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas les gens qui sont autour de moi, et moi je suis un peu comme ça, qui se lassent vite. Tu vois, tu parles justement de créer, de projets, de lancer ton podcast, d'expérimenter. Qu'est-ce que tu mets en place pour pas te lasser, pour continuer à trouver du plaisir dans ce que tu fais? C'est mon combat du moment. C'est justement trouver le moyen parce que il y a quand même une dimension. Tous tes projets, il faut qu'il y ait un temps.
Faut que Et oui, d'implémentation, de les laisser de- grandir. C'est ça. Ouais. Et justement, mon combat actuel, il est là. C'est d'arriver à trouver du moyen pour ne pas me lasser. Donc c'est pour ça que j'essaye d'implémenter des nouvelles choses. Je teste beaucoup. Je pense que ça va vraiment passer par là pour tester un maximum de choses. Dès que j'ai une idée, je me pose pas de questions. Je me dis pas comment ça va être accueilli, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je la teste. Je vois. Je suis pas à l'abri de trouver le truc qui marche. Et au pire, bon bah c'est pas grave, ça fait un four, je me mets sur le projet suivant et puis je lance le projet suivant, quoi. Et quand tu lances quelque chose, tu te laisses un temps pour, tu vois, par exemple ton podcast que tu as lancé assez récemment finalement. Est-ce que tu te dis, je me laisse 6 mois pour voir ce que ça donne? Est-ce que tu te dis, je le fais puis quand j'en ai marre j'arrête? Comment tu jauges un peu le truc? Ça va dépendre. Je suis un peu dans l'entre-deux. En général, j'essaie de me dire, je fais 3 mois. Ok. 3 mois, je vois au bout de 3 mois. Sauf qu'après, je suis sur une optique quotidienne. Ouais, bah ouais. Tu choisis pas les choses, moi aussi. Ouais. Je fais pas les choses. Quand tu l'as lancé, je me suis dit tous les jours. Là, mon podcast, j'ai 5 épisodes par semaine, du lundi au vendredi. Ouais. Sur ma chaîne YouTube, pendant un moment, j'étais à une vidéo par jour, du lundi au dimanche. J'ai fait des envois d'emails tous les jours pendant 3 mois, tous les jours. J'en ai pas oublié un. Je suis un peu entre les deux, tu vois. Je suis un peu en train de me dire, faut que je me laisse le temps de voir, mais je suis aussi en train de me dire, ça m'épuise beaucoup. Donc, et à un moment, si je loupe un épisode de podcast, c'est pas la mort, tu vois. Donc, mais après, c'est aussi parce que je m'astreins à cette régularité tous les jours, qui m'aide à énormément progresser. Parce que en 6 mois, en 3 mois de ça, j'ai fait 70 vidéos YouTube. Je regardais là, la dernière fois, mercredi prochain, c'est la 70e vidéo sur ma chaîne YouTube, sans compter tous les épisodes de podcast qui s'uploadent automatiquement, juste des vidéos face cam, etc. Donc ça me permet d'énormément progresser. En 3 mois, je fais plus de vidéos que certains mecs qui vont faire en 2-3 ans, même en plus que ça. Ouais. Donc j'ai un peu ce côté-là où je m'épuise parce que je fais beaucoup, mais ça me permet aussi de très rapidement des résultats, tu vois, par exemple, mon podcast a un passé beaucoup plus court parce qu'il a qu'1 mois d'existence, sauf qu'en 1 mois d'existence, je vois que les retombées peuvent être beaucoup plus grandes que ma chaîne YouTube. Donc ça permet en fait d'être sur une base quotidienne comme ça permet de très vite juger des choses, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais? Toi, t'es parti donc de la photo, tu as lancé dans la photo, tu t'es rendu compte que t'aimais toujours ça, mais que t'avais envie d'autres choses aussi pour alimenter ton désir de transmettre, de partager. T'as soif un petit peu aussi de marketing, de management, tout ce qu'il y a autour de ça, de la communication et tout. Quelqu'un qui aujourd'hui a un projet, qui a du mal à le lancer, à le débuter, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour motiver cette personne, pour l'aider à passer à l'action? Alors, moi, les étapes peut-être, tu vois. Les étapes, je sais pas s'il y a des étapes. Moi, j'ai juste envie de dire une chose, c'est super prétentieux de penser que tu vas du premier coup changer le monde quelque part. Moi, j'ai cette croyance de me dire que oui, mes épisodes de podcast, ils sont pas parfaits, mes vidéos YouTube, elles sont pas parfaites, sauf que moi, je regarde des vidéos YouTube ou des épisodes de podcast à longueur de journée. Il y en a un par an où, tu sais, qui change ma vie, où je l'écoute et je me dis, waouh, lui, il est incroyable. Et ça serait super présomptueux de ma part de penser qu'il faut que je fasse le truc parfait qui va changer la vie des gens. J'aime bien ce côté. Enlever la pression, peut-être. Ouais, je m'enlève totalement la pression en me disant que 99% de ce que je fais est oublié dans la seconde où c'est fini. Allez, pour mes meilleurs contenus, la minute si j'ai un podcast qui fait la journée d'une personne où le soir elle l'a écouté le matin et le soir dans son lit à 23h, elle s'est dit putain, ouais, ce qu'il a dit, c'est pas bête quand même. Mais c'est utopique de penser ça. En fait, il n'y a aucune pression parce que ce qu'on crée, ce qu'on fait, ce qu'on lance, c'est oublié
immédiatement. Donc du coup, tu conseilles d'y aller, quoi, tout simplement, de se lancer. Il faut se lancer et pas attendre que c'est parfait. Parce que la perfection, pour moi, c'est futile. Et tu vois, parce que souvent, ce qui bloque, c'est ce que tu dis, c'est un peu le regard des autres. C'est un peu ce truc de, oh là là, je vais le faire, ça va pas être, j'aurai pas un son assez bien, je vais bafouiller, je vais ci, je vais ça. Comment t'es arrivé à passer de ce stade de te dire, ok, je m'en fous si je bafouille, si tout ça, de toute façon, fait est mieux que parfait, tu vois, c'est cette citation qui existe, quoi. Bah, c'est ça, c'est encore une fois ce côté de ça sera oublié. Ouais, ça sera oublié. Ça sera très vite oublié. La durée de vie d'une publication de Facebook, elle est de quelques heures. L'algorithme va la soumettre à des personnes pendant peut-être 1 ou 2 heures. Alors une vidéo YouTube a une durée de vie beaucoup plus longue, un podcast peut avoir une durée de vie beaucoup plus longue aussi, mais les retombées sont minimes en fait. Si tu te foires magistralement, toi, ton ego, tu vas le garder pendant des semaines, des années peut-être. Tu vas ressasser. Ah, purée, cette fois-là où je me suis foiré. Sauf que 99% des gens autour de toi l'auront oublié dans la minute qui suit, quoi. Et du coup, est-ce que le fait, ce que tu disais, tu faisais du contenu en quantité, de poster tous les jours des mails, des vidéos, des podcasts tous les jours, pratiquement tous les jours aussi. Est-ce que ça aide pas finalement à ce truc-là où en fait tu oublies vite parce que si t'en sors 2 par mois, bah, t'attends 15 jours, tu marmonnes pendant 15 jours, alors que là tu étais déjà au suite du lendemain, t'as le temps d'oublier l'autre, quoi. Et puis le fait de devoir faire tous les jours t'oblige, tu peux pas aller chercher la perfection. Si tu sors une vidéo YouTube par mois, ouais, elle a intérêt à être léchée, t'as 30 jours pour la préparer, t'as 30 jours pour la créer, qu'elle soit parfaite. Ouais, sauf que si tu crées une vidéo tous les 24 heures, tu vas faire quelque chose, et c'était pas des petites vidéos, il y avait des vidéos de 3 minutes, mais il y avait des vidéos de 7, 8, 15, 20 minutes. Tu peux pas aller chercher la perfection. C'est humainement impossible. Ouais. Donc tu es obligé de, ok, bon bah ça c'est pas parfait, sauf que t'es dans ta tête, tu es dans un ratio. Le ratio temps passé pour l'amélioration de ce petit truc, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Bah, clairement non, donc tu envoies. Et puis moi j'aime beaucoup cette idée de tous les jours tu progresses en fait. Et le fait de créer tous les jours fait que tous les jours tu as du feedback sur ce qui s'est mal passé dans le mail, le podcast, la vidéo précédente. C'est que purée, ma vidéo d'hier, il y a ça qui allait pas dedans, là j'ai bafouillé, là c'est pas bon, comment je peux directement faire pour m'améliorer? Alors que si tu fais une vidéo par mois, tu as du feedback tous les mois. Ouais. Tu mets 30 jours à t'améliorer. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est trop intéressant. Non, mais c'est hyper intéressant parce que souvent, en fait, on cherche plus d'excuses qu'autre chose. On va être plus dans la réflexion, attendre le bon moment, le machin et tout. Alors que là, en fait, le fait de pendant que quelqu'un attend une semaine, toi, tu as déjà fait cet épisode, quoi. Donc, forcément, ça va changer énormément de choses. Pour les personnes, tu vois, j'essaye d'imaginer un petit peu ce qu'on peut se dire en t'écoutant et tout, tu vois, qui se disent, ouais, mais en fait, moi, j'ai pas envie de travailler 10 heures par jour, j'ai pas envie de tout ça. Est-ce que tu peux parler un petit peu déjà de ton quotidien? Parce que je sais que voilà, tu vas pas travailler 10 heures par jour. Et aussi de ton process, un petit peu, qu'est-ce que tu mets en place dans la structuration de ta boîte et dans tout ce que tu fais pour arriver à faire de la photo, arriver à faire ton podcast, tes vidéos, arriver à faire tout ce que tu fais? Alors, mon quotidien, c'est pas compliqué, c'est que j'ai ma fille qui est à l'école. Donc en fait, je la pose à 8h30 à l'école. Elle mange à la cantine elle mange à la maison avec nous, elle va pas à la cantine. Donc à 11h30, il faut que j'aille la chercher. Donc j'ai 2 heures de temps pour bosser. 3 heures même, si j'apprends à bien compter, ça fait 3 heures. Et je la repose à 13h30 et je vais la chercher à 16h30. Donc en fait, j'ai 6 heures par jour potentiellement pour bosser. Dans tout ça, j'essaye de marcher 1 heure autour de chez moi. Parce que ça fait du bien de marcher dans la forêt et tout. Donc en gros, j'ai 5 heures par jour pour travailler. Comment je fais en fait? J'ai supprimé Facebook, Instagram de mon téléphone. J'ai Instagram pour les stories, mais c'est tout. J'ai supprimé j'essaye d'aller le moins possible sur Facebook. J'essaye de pas aller sur YouTube. Je me dis que quand tu es sur ces réseaux sociaux, tu donnes ton temps pour un projet de vie plus grand.
Perdre une heure, pour moi, je le vois vraiment comme perdre une heure sur YouTube. Pourtant, je suis un énorme consommateur de YouTube. Je suis pas anti-YouTube où il faut dire faut pas y aller, etc. C'est le mal. Je suis un gros consommateur. Mais même si je regarde la vidéo inspirante de quelqu'un qui me partage son truc, pendant une heure, j'ai partagé son projet, mais j'ai renié le mien. J'ai renié mes ambitions pour que lui réalise les siennes. Et il faut faire des choix. De toute façon, si tu n'as que 4-5 heures par jour pour travailler, c'est valable même si tu as un autre job à côté. Il faut faire des choix, tu ne pourras pas tout faire. C'est hyper intéressant. Est-ce que du coup, tu vas privilégier des temps, par exemple le soir, pour regarder des vidéos ou des choses comme ça? Ouais, je me dis, voilà, le soir, je vais chercher ma fille. Et là, ok, elle est en train de regarder un épisode de La Patte Patrouille à la télé. Plutôt que de me coltiner La Patte Patrouille, je regarde une vidéo sur YouTube. Ouais. C'est ces moments-là où je suis... parce que de toute façon, je pourrais pas bosser. Elle serait dans le bureau avec moi. Il faudrait qu'elle soit sur mes genoux pour dessiner à côté. Je pourrais pas bosser. Donc, autant privilégier ces moments pour faire des choses qui sont peut-être un peu moins... pour ta boîte, moins productif, voilà, mais qui vont quand même alimenter le reste finalement. Qui vont alimenter le reste. Et du coup, tu vois, c'est génial que tu partages tout ça, parce que souvent, je pense qu'on a la fausse croyance que pour monter un business, pour réussir, pour le développer, il faut y passer ses nuits, ses week-ends et tout. Et toi, tu as une vie de famille, tu as ta fille, tu as ta femme et tout, et on voit que c'est pas le cas. Quelle est la part là-dedans du fait de bien te connaître qui influe sur cette organisation? Parce que tu vois, derrière le fait d'arriver à te dire j'ai 5 heures par jour, 4 jours par semaine du coup, le mercredi aussi, non le mercredi... Non, le mercredi c'est compliqué, après souvent ma femme ne travaille pas le mercedi, donc elle prend le relais le mercredi. 4 ou 5 jours par semaine, on va dire, tu as 5 heures par jour, donc en gros ça fait entre 20 et 25 heures par semaine, donc ce qui est on va dire un petit contrat finalement de travail. J'imagine que là-dedans tu dois prioriser. Est-ce que le fait d'avoir appris à mieux te connaître, d'avoir compris ce que tu voulais, ce que tu voulais pas, ça a un impact dans cette organisation-là? Clairement. Ouais. En fait, c'est la clé. Si tu te connais, que tu sais ce que tu veux mettre en place, instinctivement, tu sais ce qui va t'apporter des résultats. Ou alors, parce que c'est une question que j'entends souvent, mais comment on fait pour prioriser? Tu testes. En fait, c'est tout bête. Tu testes, tu vois, et c'est pour ça que je fais beaucoup de tests, que je lance beaucoup de choses, etc. Parce que le temps de trouver le petit truc. Je sais plus qui avait dit, j'aime bien ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est un peu un match de boxe. Tu vas essayer de taper ton adversaire à la tête. S'il réagit pas trop, s'il a une bonne garde, tu vas aller taper à l'épaule. Puis s'il réagit pas trop, tu vas aller taper. Puis une fois que tu as trouvé l'endroit où là, ça lui fait très très mal, par contre, là, tu y vas et tu bastonnes. Et alors, je suis pas du tout dans le... je suis pas un violent. Ouais. Non, je suis pas violent, etc. Mais je vous dis pas d'aller bastonner vos clients. Hein, mais tu vois les choses comme ça. Ouais, j'aime bien cette idée de me dire qu'il faut que je teste jusqu'à trouver le truc qui fait que... Et là, une fois que tu as trouvé le truc, par contre, là, tu le lâches pas. Et tu y vas, et tu mets toute ton énergie et ça devient ta priorité numéro 1 pendant un certain laps de temps. Ouais. Et puis au bout d'un moment, tu réévalues tes priorités et puis tu cherches autre chose. C'est ce que tu as fait en te disant, je vois par rapport aux résultats que tu avais, au temps que tu passais, par exemple sur YouTube, où tu t'es dit, j'ai privilégié le podcast ou faire du mailing ou des choses comme ça. C'est ça. Ouais. Parce que une vidéo YouTube me prenait en 3 à 4 heures par jour pour la faire, entre le moment où tu la tournes, le moment où tu la montes, etc. Et en fait, je me retrouvais à un stade où j'arrivais pas à développer autre chose à côté. Et c'est surtout que les résultats, au début, une chaîne YouTube, c'est très très compliqué. Là, à l'heure actuelle, j'ai 120 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps. Et en fait, en un mois de podcast, je touche le même nombre de résultats. Ouais. Et ça, un podcast, ça me prend littéralement... Plus ceux qui ne sont pas comptabilisés en plus. Ça me prend littéralement, 3 quarts d'heure. 20 minutes pour l'enregistrer, 20 minutes pour 5 minutes pour le monter, 3 minutes pour l'upload. Et puis voilà, c'est fait. Et les résultats sont au moins équivalents. Ouais. Donc dans ce cas-là, je me suis restreint, je fais plus qu'une vidéo YouTube par semaine parce que j'aime bien le format, parce que ça me plaît, parce que j'y prends du plaisir à le faire quand même. Et derrière, j'ai mes podcasts où je m'amuse, où je teste des nouvelles choses, etc. quoi. Trop bien.
Quels sont tes rêves dans la vie? Mes rêves dans la vie. J'aimerais bien construire quelque chose de gros. Ouais. De me dire que Avec ton entreprise? Ouais, avec mon entreprise. De me dire que je change la vie de beaucoup de gens. De me dire que avoir peut-être un impact à mon échelle, mais avoir un impact. Et tu vois, quand je reçois un retour de quelqu'un qui m'a dit j'ai écouté ton podcast, il était génial, j'ai suivi ta formation, c'est génial, j'ai des résultats, ça me met la banane, parce que je me dis ouais, j'ai peut-être aidé d'autres personnes, mais elle me dit que je l'ai aidé et c'est concret, tu vois. Et j'ai peut-être pas changé sa vie parce que c'est présomptueux, mais je l'ai aidé à aller plus loin. Je l'ai aidé à avancer. Et j'aimerais bien créer quelque chose qui puisse aider le plus de monde possible, parce que je pense qu'on est dans un monde qui est ultra formaté, où tout le monde cherche à faire la même chose, fait les mêmes études pour atteindre les mêmes postes. Et en fait, chacun s'oublie. Et personne ne vit ça. Ça reprend un peu le podcast que j'ai fait avec toi. Personne n'écoute ce qui lui plaît, parce qu'il faut faire. Ouais. Ce qui doit être fait ou ce que les autres font, et ouais, sans écoute personnelle. C'est ça. Et tu vois, moi j'ai des souvenirs quand on était en coaching tous les deux avec la Graou, d'un moment où tu as eu vraiment un déclic, où tu as eu une phase un peu d'expérimentation, tu testais plein de trucs et tout ça, et ça te nourrissait, c'était bien. Et à un moment, tu t'es dit, non, en fait, ok, là j'ai compris, j'ai testé plein de trucs, et là j'ai compris ce que je voulais vraiment, tu vois. Est-ce que ça a tout changé du coup? Ça change tout. Ouais, le jour où c'est ce que permet les tests. C'est le jour où tu comprends que ce qui te va, ben c'est bon. Et après, tu vois, là, je suis dans une phase où je suis en train de remettre en question. Parce que je l'ai testé, parce que, en fait, j'étais parti, il y a plein de routes, j'en avais sélectionné une. Ok, j'ai fait un petit bonhomme de chemin, puis je me dis, attends, j'ai peut-être essayé de voir pour faire différemment. Parce que j'ai testé pendant un peu plus longtemps. Je pense que j'aime bien au début, tu sais, faire vraiment des tests assez larges, lancer un projet un peu dans tous les sens. Tu testes un peu tout ce qui est possible. Comme ce que tu fais là avec le podcast, la vidéo, tout ça, pendant plusieurs mois, t'expérimentes. C'est ça. Et puis après, au bout d'un moment, tu vas dire, ok, j'ai fait mes premiers tests. Maintenant, j'ai compris et t'es un peu plus spécifique. Et là, j'ai compris que j'avais envie de créer du contenu. J'ai compris que j'avais envie de partager un peu ce que je savais, etc. Ok. Alors, pour partager tout ce que j'ai envie de partager, j'ai YouTube, j'ai le mail, j'ai le podcast. D'accord. Donc là, après, bam, allez, je lance et je fais plein de choses et je vois ce qui se passe. Ok, je suis en train de m'apercevoir que YouTube, c'est génial, sauf que c'est compliqué pour moi. Et donc là, je me dis, ok, maintenant, le podcast. Et donc là, je suis dans une phase d'expérimentation du podcast où je fais plein d'interviews, je fais des épisodes solo, j'essaye plein de choses. Et puis, je vais voir au fur et à mesure, c'est pour ça que je poste aussi tous les jours, pour avoir quelque part un maximum de données, pour pouvoir être en mesure de comprendre ce qui me plaît le plus, ce que j'aime. Je prends un plaisir incroyable à faire des interviews comme on a fait tous les deux. Et en même temps, je prends énormément de plaisir à me retrouver seul sur le podcast. Ouais. Donc après, voir qu'est-ce qui m'apporte le plus de plaisir. Je trouve que tu vois, je voulais vraiment t'interviewer parce que je trouve que ce qui est génial, c'est que y a des personnes qui ont, par l'apprentissage souvent, une faculté à comprendre ce qui est juste ou pas, ou on va dire bon ou moins bon pour eux, tu vois. Et du coup, ça aide parce que du coup, on peut prendre des décisions plus rapidement. Et il y a d'autres personnes, je pense, comme toi, moi je suis pareil aussi, je me considère dans cette catégorie, où il y a un besoin d'expérimenter pour être dans l'action, d'être dans le faire en fait, pour te rendre compte que finalement ça j'en veux ou j'en veux pas. Moi je sais que je l'ai vécu par exemple quand je me suis lancé dans la photo, il y a une dizaine d'années, où j'ai besoin de faire des photos d'animaux, des photos de crèche, de tout et n'importe quoi. J'avais un studio, franchement je bouffe à tous les râteliers quoi, pour me dire au bout d'à peu près 1 an et demi, ok ça je veux vraiment pas le faire, ça me déplaît, ça j'adore et tout ça, et faire un choix. Et du coup j'ai le sentiment que c'est ce que tu as fait, et je pense que ça peut être un super enseignement pour les personnes qui se disent je me sens perdu, je sais pas, j'arrive pas à me connecter à ce qui est juste, plutôt que d'attendre que ça arrive ou d'attendre de trouver la réponse comme ça alors qu'on la trouve pas, c'est d'expérimenter tout un tas de choses pour arriver à la trouver quoi. Mais en y réfléchissant, tu vois, avec le recul, c'est quelque chose que je traîne depuis très longtemps. Moi à l'école, au lycée,
le prof de maths qui m'expliquait que pour calculer le machin, il fallait faire tel et tel théorème. Pour moi, ça voulait rien dire. Parce que ce que j'avais besoin, c'était pas de la formule pour calculer le théorème. Ce dont j'avais besoin, c'est de comprendre à quoi ça va me servir de calculer cette formule. Tu vois, on te dit, ouais, on va calculer l'aire de ce cercle. Ouais, c'est génial, pi, machin, truc. Sauf que, honnêtement, tu t'en sers que à l'école ou alors dans un métier particulier où ils sont amenés à faire ces calculs. Et où tu vas l'apprendre en 2 secondes parce que ce sera utile à ce que tu fais. Quoi. On peut accumuler du savoir pour l'accumuler ou alors on peut être au bon moment. Et là, tu vas t'en souvenir. Tu vois, j'enregistre un épisode de podcast, la carte SD, elle foire. Ok, là, je vais apprendre et je vais me dire, ok, comment est-ce qu'on sauvegarde mieux ces données, tu vois. Alors, c'est peut-être la différence entre le savoir et l'expérience, finalement. Ouais. Il y a une citation de, je crois que c'est Albert Einstein qui disait que le savoir ne servait à rien, qu'il n'y a que la connaissance, que l'apprentissage te permettait d'avoir de la connaissance. Et je pense que c'est vrai, il faut vraiment faire cette... Moi, en tout cas, cette distinction entre savoir et expérimenter. Et tu peux regarder tous les livres de recettes du monde, apprendre toutes les recettes du monde, tant que tu n'as pas coupé ta première carotte. Tu sais pas cuisiner. Et d'ailleurs, c'est un super exemple parce que je pense que souvent, je sais pas si tu l'as vécu, moi ça m'est arrivé plein de fois, le fait de juste imaginer la chose ou de voir la recette, on s'en fait tout un plat, tu vois, toute une montagne. Alors quand tu es concrètement dedans, c'est toujours plus petit. Et tu vois, là on était en vacances à Carcassonne il y a une semaine avec Elodie et les enfants et on était dans un domaine où le gars il avait un domaine viticole, tu vois. Il avait acheté ça il y a 5 ans, tu vois. Et j'ai discuté avec lui et c'est exactement ça. Il me disait, oh là là, au moment où on a racheté ça avec ma femme, j'étais là en train de me dire mais jamais je pourrais faire du vin, ça lui paraissait inimaginable parce qu'il avait jamais fait ça, il connaissait le vin, il y connaissait comme toi et moi où il en buvait de temps en temps, tu vois, peut-être que tu connais mieux que ça mais en tout cas bon voilà et en fait ce qu'il me disait c'est exactement ça, c'est parce qu'il s'y est mis, parce qu'il a pris il s'est aidé, il s'est fait accompagner aussi les services d'un œnologue, il a pris quelqu'un pour l'accompagner et tout ça, finalement ça fait 5 ans et ben maintenant il fait son vin tout seul, il a plus besoin de personne, il a des connaissances qui sont juste énormes parce qu'il a expérimenté, il est passé à l'action et finalement ce qui lui paraissait insurmontable ou très compliqué parce qu'en fait il connaissait pas, le fait de connaître, de pratiquer, ça lui a vraiment permis d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus simple, plus fluide et de quelque chose qui est réalisable facilement, quoi. C'est ça, mais ça me fait penser, tu vois, t'as des photographes qui avant de se lancer, avant de devenir photographe de mariage, c'est le serpent qui se mange la queue parce qu'ils disent ouais j'ai pas d'expérience, je peux pas devenir photographe de mariage. Sauf que tant que t'as pas vendu ton premier reportage de mariage, tant que tu t'es pas rendu sur ta première prestation de photographe de mariage, t'as pas d'expérience. Donc, t'es dans cette problématique où t'as pas d'expérience, donc t'oses pas te lancer, et t'oses pas te lancer, donc t'as pas d'expérience. À un moment, vas-y, prends quoi. Mais je pense que ça aussi, c'est... Enfin, je sais pas ton point de vue là-dessus, mais moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est la société et les entreprises de manière générale qui veulent ça. Tu vois, moi, quand j'ai fait des études d'urbanisme, quand je me suis lancé, je démarrais parce que je sortais de l'école et en fait, j'allais voir des boîtes, on me disait « Ah, mais en fait, vous n'avez pas assez d'expérience. » Ben ouais, mais en fait, si je commence jamais, j'aurai jamais d'expérience. Ouais, mais en fait, on veut quelqu'un qui a plus d'expérience. Et du coup, je pense que c'est aussi un truc qui est ancré, ce truc de t'as pas le droit tant que t'as pas une certaine forme d'expérience, sauf que si tu l'as pas, en fait, bah, du coup, tu peux pas apprendre non plus, quoi. Moi, j'aime bien... Alors, je suis persuadé, si t'es honnête avec les personnes qui sont en face de toi, il n'y aura aucun problème. Si tu es honnête en disant « c'est la première fois que je fais ça, on va s'amuser ensemble, on va le faire. Je vous promets pas, je vous promets une chose, je vous promets pas un résultat, par contre je vous promets d'y mettre tout mon cœur, toute mon énergie pour en avoir quelque chose. On verra ce que ça donne. » Ça change tout. Si derrière... t'as un minimum, parce qu'il faut quand même, faut pas y aller le couteau entre les dents et voilà. Si derrière t'as un minimum de connaissances techniques pour assurer un tout petit peu, bon bah tu vois ce qui se passe. On a fait une interview tous les deux tout à l'heure, c'était la 2e interview que je faisais pour mon podcast. J'ai acheté du matos, etc. Bah, je me suis entraîné 2-3 fois chez moi, j'ai vu comment il fonctionnait et tout.
Et puis après, go, on y va. Quoi. Et puis on voit ce qui se passe. J'aime bien cette idée que, oui, il faut, until fake it, until fake it, you make it. Donc il faut faire croire que tu as les capacités de le faire. Par contre, il faut être honnête en disant, je sais que je vais y arriver. Par contre, c'est la première fois, on va voir ce que ça donne. Je crois que c'est... Il y a un bouquin, c'est Austin Kleon. Il en a fait 2, il y en a un qui est jeune, un qui est noir. Voler comme un artiste. Et l'autre, c'est... Montrer votre travail. Ouais, je sais plus. Et c'est ce qu'il dit dedans. Il dit, soyez un acteur, en gros. Fais semblant, en fait, comme si tu savais, et t'apprendras en le faisant, quoi. Ouais. Tu fais semblant, mais quoi. En étant honnête. Ouais. Moi, le premier mariage que j'ai fait... C'est contradictoire ce qu'on dit. Ouais, mais c'est ultra contradictoire, mais pour essayer d'expliquer, le premier mariage que je leur ai dit, je sais que ça va bien se passer. Je sais que j'ai les capacités de le faire. Par contre, c'est mon premier. Ouais, t'as la confiance, quoi. C'est ça. C'est avoir de la confiance. Alors, faut pas avoir de la confiance mal placée. Faut pas avoir un excès de confiance. Mais à un moment donné, la phrase que moi je me répète le plus souvent, c'est d'être convaincant pour convaincre les gens en face de toi. Ouais. Si tu crois pas en toi, les personnes qui sont en face n'y croiront jamais. Et tu vendras jamais aucune prestation. Tu vendras rien. Et comment on fait pour croire en soi alors ? Faut tester. on en revient à ça. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Non, et puis il faut croire un peu. On est dans un monde où, au pire, ce qui t'arrive, honnêtement, c'est rien. Tu foires un contrat, tu foires un contrat. Ta réputation, elle va pas s'effondrer du jour au lendemain. Tu vas pas mourir dans la rue. On est encore plus en France. On est dans un pays qui quand même aide beaucoup les gens. T'as forcément il y a beaucoup de monde, en tout cas, qui a la chance d'avoir des parents qui peuvent les aider. Tu lances ta boîte s'écroule. Tu peux aller loger chez tes parents, chez des amis. Ouais. Et si t'as pas tout ça, on est dans un pays où on laisse quand même peu de gens à la rue. On vivrait en Inde, on vivrait dans des pays comme ça. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Quand je vois que la France, on est le pays qui est un des pays. En France, on est plus pessimiste qu'en Afghanistan. On a quand même des plus beaux jours devant nous qu'en Afghanistan. Je pense que c'est dû à quoi ? C'est parce qu'on se rend pas compte du bonheur qu'on a sous les pieds, sous les yeux ? Ouais, je pense que. Et puis je pense que peut-être beaucoup de gens voient le verre à moitié vide. J'ai envie d'être optimiste et de me dire que si je foire celle-là, celle d'après, elle sera forcément meilleure. Ouais. Ouais, tu vois, moi je vois ça comme on se rend pas compte du joyau qu'on est finalement. Oui. Tu vois, si j'ai créé la Graou, si je fais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est justement pour ça. Parce que tu vois, même toi, j'ai le sentiment que avec les étapes que tu as passées, avec le coaching qu'on a fait ensemble, mais même toi aussi par toi, en fait, de prendre conscience de ta valeur, de tes forces, de ce qui te rend unique, ça t'a aidé aussi à peut-être à trouver une certaine forme d'optimisme, à être acteur de ta vie en quelque sorte, tu vois. Et moi j'ai cette croyance après que plus on arrive à être connecté à soi, plus on arrive à comprendre son fonctionnement et ce qui nous nourrit et ce qui est juste pour nous, et plus on arrive à être heureux finalement, et plus c'est facile d'être optimiste et de créer du bonheur autour de soi, quoi. Et je pense que même sans se connaître, le fait d'être optimiste, c'est quand même quoi, on n'a qu'une vie. Si tu passes ta vie à te morfondre sur le résultat, tu vois, moi j'ai dans mon ancien métier, ce fameux directeur et tout, il avait un écriteau dans son bureau et qui moi m'a toujours marqué, et c'est les mauvais ont des raisons, les bons ont des solutions. Et il m'a toujours enseigné ça. Il m'a dit, vous rentrez dans mon bureau, s'il y a eu un problème, je m'en fous de la raison. Je veux pas savoir quoi. Oui, expliquez-moi rapidement. Ok, il y a eu ci, il y a eu ça qui se sont mal passés. Mais moi, ce que je veux que quand vous rentriez dans mon bureau, c'est que vous m'expliquiez la solution que vous allez mettre en place. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Mais venez pas me voir en me disant ouais, ça va pas, je fais pas de vente. Je m'en fous que vous fassiez pas de vente. J'étais directeur de mon drive. Tous les jours, il fallait que je fasse un chiffre d'affaires minimum. Si un jour, j'y arrivais pas, il s'en foutait que je lui explique pourquoi. Je pouvais lui dire oui, alors il y a des travaux dans la rue, il y a ci, il y a ça, il y a la manifestation. Lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il voulait que je lui dise, c'est comment est-ce que demain,
je fais pour pas arriver à ce même résultat. Et c'est quelque chose qui, quand j'ai vu, tu vois, je l'ai plus en tête. Là, c'est le stress d'être interviewé, de l'échange, etc. Mais c'est une phrase que j'ai toujours dans ma tête en me disant, ouais, à un moment, tu peux avoir des raisons, je trouve où tu peux avoir la solution. La solution, une solution, parce que c'est pas forcément la meilleure. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, c'est l'idée d'avancer quoi qu'il arrive, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu marchais 1 heure par jour à peu près minimum. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi et quel impact ça a du coup? C'est super important pour moi. Là, j'en pâtis vraiment parce que alors, tu vois, il fait très très chaud. Ou alors chez toi, il fait très chaud. Chez moi, il pleut beaucoup. Je vis dans les Vosges, donc il pleuvait. On a eu 2 mois compliqués. Il pleuvait, etc. Je suis sujet aux allergies, donc tout le mois de juin, je pouvais pas sortir de chez moi et je le ressens. Je sens que je suis moins créatif. Je sens que j'ai moins d'idées. L'être humain est fait pour marcher. Tu vois, j'ai vu dans ta bibliothèque qu'il y avait Sapiens. Et il l'explique très bien. On a évolué beaucoup trop vite par rapport à notre métabolisme et on est fait pour marcher. Et marcher 1 heure par jour, pour moi, c'était quelque chose qui... Je me mets un podcast. Il y a des jours où j'écoute le podcast, il y a des jours où c'est juste un fond sonore et en fait, ça fait marcher le cerveau. Et c'est quelque chose qui j'ai hâte que septembre revienne, que je puisse reprendre mes marches. Tes marches quotidiennes. Ouais. C'est un truc qui me manque énormément, tu vois. On parlait d'unicité. Selon toi, c'est une question un peu introspective, mais du coup, je pense que c'est intéressant de te la poser parce que tu as fait beaucoup de chemin là-dessus. Qu'est-ce qui te rend unique, justement? Parce que tu vois, tu es encore photographe, tu fais encore du mariage, tu as tes formations en ligne à côté. Pour photographe et pour entrepreneur, tu parles d'organisation, tu parles de tout ça. Et moi, ce que je trouve, malgré tout ce qu'on peut voir autour et tout ça, c'est que toi, tu as un truc où tu as un positionnement qui est vraiment propre à toi et je trouve que tu as trouvé ton unicité. Tu vois. Qu'est-ce qu'il a défini selon toi? Et qu'est-ce qui fait que ce que tu fais, c'est différent peut-être ou unique par rapport à ce qui existe? Parce que j'ai envie d'aider les gens à passer à l'action. Je pense que c'est peut-être ça quelque chose qui me caractérise. C'est cette envie. Un truc qui, tu vois, tu m'as toujours dit, quand quelque chose t'énerve, c'est qu'il faut que tu creuses dans ce sens. Ça vient toucher quelque chose. Ça vient toucher quelque chose. Et j'ai quelqu'un qui reste indécis sur le côté. Moi, c'est quelque chose qui profondément m'énerve. Je mets un truc tout bête. Hier soir, avec ma femme, on va acheter des glaces. La nana qui met devant 3 minutes à choisir parce qu'il y a 8 parfums et qu'elle sait pas quel... J'ai envie de dire, mais vas-y, c'est bon, prends-en un, tu vois. Et donc, s'il est pas bon, demain tu reviens, voilà. t'en goûtes un autre. C'est marrant parce que ça correspond exactement à ce que tu fais. T'enregistres ton podcast, s'il est mauvais ou que t'as un truc que t'as oublié de dire, le lendemain tu dis autre chose. Et voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me caractérise profondément. Je suis pas le seul au monde, mais c'est quelque chose qui, moi, me touche profondément. Par contre, ça ressort dans les photos, ça va être différent. Mon unicité en photo, ça va être beaucoup plus ma capacité à m'adapter à ce qui se passe autour de moi. J'ai remarqué que pour faire les photos que j'aimais faire en mariage, il fallait que je sois proche des gens, proche des familles. Sauf que chaque famille est différente. Tu as des familles qui vont être très expressives, tu en as d'autres qui vont être beaucoup plus introverties, etc. Et mon unicité à ce moment-là, c'est d'être capable de me fondre dans la famille pour me faire oublier et pour aller chercher les photos que j'ai envie d'avoir à côté. Et je pense que ma particularité, elle est peut-être un peu dans ces deux côtés-là. C'est que j'ai cette capacité à me fondre dans ce qui se passe autour de moi. Et en même temps, j'ai cette envie que ça avance, tu vois. Et les familles, on peut peut-être le revoir dans la photo où je ne vais pas hésiter à les provoquer quelque chose. Les puristes en photographie vont dire, en photographie de mariage, oh, mais ils provoquent des émotions. Bah ouais, mais à un moment, si je vois que le fils et sa maman, c'est un peu, tu sais, ils sont pas très tactiles, ils osent pas trop se toucher. À un moment, je vais aller voir le fils, je vais dire, allez, vas-y, fais un bisou à ta maman. Tu vois, et je vais provoquer cette petite photo et l'action où il va l'embrasser, et cette photo peut-être qu'elle va vraiment changer, elle va peut-être être super importante pour lui parce que c'est quelque chose qu'il fait pas
tu vois, et il va s'en souvenir, c'est le jour de son mariage et il aura fait un câlin à sa maman, bah, je me dis, bah ouais, j'ai provoqué ça. Je provoque l'action qui provoque l'émotion. Et qui, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose comme ça. J'ai encore quelques questions pour toi. Vas-y. J'aimerais te demander, tu vois, quelqu'un qui écoute cette interview, peu importe qui est cette personne, et qu'est-ce que tu aimerais lui dire, tu vois, quelque chose en quoi tu crois profondément, tu penses qu'il pourrait l'aider à avancer dans sa vie, avancer aussi bien sur l'aspect personnel que business. Qu'est-ce que tu aimerais partager ? Mieux vaut fait que parfait. Je pense que c'est, tu vois, si je devais me faire peut-être tatouer quelque chose, ça sur le front. Ouais, sur le front. Non, c'est cette idée que on devient tous les jours un petit peu meilleur. Ce que tu as fait hier, ça sera forcément moins bien que ce que tu vas faire demain. Donc vas-y, fais-le. Tu vois, la dernière fois, je calculais, j'ai écrit 90 articles de blog aussi pour mon blog sur la photo. Énorme. Fais-le. Oui, je relis mes premiers articles de blog, ils sont nuls. Les articles de blog, c'est un peu plus facile parce que j'ai plus de recul, tu vois. C'était il y a 3 ans de ça, donc. Mais j'ai été capable à la fin d'écrire des articles de blog qui se sont positionnés sur les premières pages de Google. Et tu peux ruminer, tu peux attendre que les choses changent, tu peux te morfondre d'une situation, ou à un moment, tu peux te donner les moyens d'essayer de changer la situation. Tu y arriveras peut-être pas. Mais j'ai pas envie, en fait, moi, ce que je crois peut-être le plus profondément, c'est que sur mon lit de mort, j'ai pas envie de me dire, ouais, putain, j'aurais pu faire ça. Tu vois, j'ai un regret dans ma vie, c'est de ne pas être parti vivre à l'étranger quand j'avais 18-20 ans. Je suis allé 6 mois à Londres. J'aurais aimé le faire, sauf qu'après, ma vie en a été autrement. Et j'ai envie que ça soit mon seul regret. T'as plus envie de revivre des moments comme ça, de frustration. Là, aujourd'hui, alors, c'est pas que c'est plus possible, mais c'est plus dans mes objectifs de vie, etc. Mais j'ai envie que le jour où je sois sur la fin, je me dise, ok, mon seul regret, ça a été celui-là, ça a été de ne pas partir faire mon tour du monde à 20 ans, comme tout le monde fait, avec mon sac à dos, etc. Et ben voilà, c'est mon seul regret. Les autres, j'aurais testé, j'aurais fait des choses. Ça aura peut-être pas marché. Mais j'aurais pris les rênes en main et je me serais donné la possibilité de faire changer. Que ça existe. C'est ça. Ce que j'entends aussi derrière tout ce que tu dis, tu vois, je trouve qu'il est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on ne peut pas imaginer des résultats sans action, en fait. Et moi, je crois que c'est ce que tu incarnes vraiment, parce que du coup, tu expérimentes. Tu vois, c'est pas... t'enseignes ça, mais tu le fais aussi, tu vois. Et je trouve que c'est important. Et peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui ont tendance à se poser beaucoup de questions, à être toujours dans l'attente ou dans le doute, je pense qu'on ne peut pas espérer que les choses changent ou d'avoir une forme de résultat. Derrière le résultat, la réussite, on peut mettre ce qu'on veut, mais en tout cas, on ne peut pas espérer avoir quelque chose en retour sans rien mettre en place, sans rien faire, quoi. Et ça, je pense que c'est un enseignement qui est hyper important. Oui, moi, je suis persuadé de ça. C'est que... pour avoir un résultat, faut qu'il y ait une action. C'est action-réaction. C'est de la physique de base. Une action égale une réaction. Il faut se mettre en mouvement, en fait. Mettre de l'énergie. Toute l'énergie, comme le soleil qui envoie des ondes et ses rayons qui va réchauffer. En fait, c'est parce que ça bouge que ça existe, quoi. Il y a toujours un point de départ. C'est le plus compliqué. Sauf que si tu prends cette habitude tous les jours, ou sans aller sur tous les jours, mais si tu prends l'habitude à chaque fois que tu as envie de quelque chose, de le faire. Et j'aime bien, moi, cette idée de me dire que je le fais à petite échelle. Même si, tu vois, là, j'ai acheté un truc, mes 2 micros, j'ai acheté l'enregistreur pour le podcast. Peut-être que dans 3 mois, je me serais aperçu que ces 200, ou un peu plus 300 € investis, je les aurais investis en perte. Ces 300 €, c'est une leçon. C'est 300 ça aura été hyper utile sur le moment. C'est ça. Ça m'aura été utile sur le moment et tu vois, ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans mon podcast, la boutique photo que j'ai acheté, le fonds de commerce. Et ben, je l'ai acheté, j'ai perdu de l'argent en l'achetant. Sauf que si je l'avais pas fait, j'aurais jamais compris ce que j'aimais en photo. J'aurais jamais appris à m'organiser. Si j'étais directement parti en travaillant depuis mon salon,
Toi, t'aurais eu le regret de te dire, si j'avais eu un studio, peut-être que machin. Et puis, si j'ai appris énormément de choses, on va se faire attaquer par les sangliers. Non, c'est bon. J'ai appris énormément de choses. Ouais. Et c'est toutes les leçons que j'ai apprises sur m'organiser pour travailler tous les jours, sur tout ça, et ben ça vaut l'investissement de ma boutique. Tout à fait. C'est énorme. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais rajouter que tu n'aurais pas dit ou une question que je t'aurais pas posée Non, venez faire la Graou. Je suis super fier de dire que je suis l'élève fondateur, le number one de la Graou Academy. Donc venez faire la Graou, c'est un super bon moyen. Moi vraiment, ça a changé beaucoup de choses. J'étais contre les coachings. Pour moi, c'était du bullshit. Je veux bien ton point de vue là-dessus parce que je sais qu'on en a discuté et je pense que t'es pas le seul à se dire mais le coaching, se faire accompagner en groupe ou en solo d'ailleurs, peu importe, c'est de la merde, c'est inutile. Toi, comment t'as vécu le truc et quel est ton regard aujourd'hui sur ça? Alors, j'ai cette croyance parce que déjà, je suis fils unique. Mes parents travaillaient beaucoup, donc dès que j'avais, je crois qu'à mes 8-9 ans, j'étais tout seul à la maison, etc., autonome. Et donc, j'ai toujours appris à me débrouiller par moi-même, tu vois. Et de me dire que je vais me faire un coaching, qu'est-ce que ça va changer, ce que la personne va m'apporter en face, je suis capable d'aller le chercher par moi-même. Donc j'avais cette croyance-là. Je l'ai toujours un petit peu quand même au fond de ma tête, me dire que je suis capable. Le coaching, ce qui t'aide à faire, c'est à mettre peut-être parfois le doigt sur quelque chose où une force, une faiblesse que j'ai, il m'aurait peut-être fallu 1 an pour la déceler. Là, en 2 trucs de coaching, par tes mots, par ce que tu dis, par les questions que tu poses, en fait, je pense que c'est un accélérateur. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui, pour moi, m'a profondément marqué. Je ne sais pas si je referai des coachings dans ma vie. Je ne sais pas si moi, j'en proposerais. Mais, en tout cas... C'est un vrai bénéfice. C'est un vrai bénéfice. Et puis, faut tester. Encore une fois, tu as essayé. Encore une fois, j'ai essayé. J'ai eu des résultats et voilà quoi. Bingo. Les personnes qui veulent te retrouver, qui veulent échanger avec toi, qui veulent découvrir tes formations ou peut-être qui veulent te réserver, te booker pour de la photo, où ils peuvent aller? Mon site internet, florianogier.com. Tout simplement. Je mettrai en description. Mon podcast, Vivre de sa passion. Ma chaîne YouTube, Florian Ogier. C'est les 3 meilleurs moyens. Après, j'ai un peu des groupes Facebook, des trucs comme ça, mais pour l'instant, je sais pas encore quelle place leur donner. Même mon Instagram, tu vois. C'est en construction. C'est en construction. J'ai pas encore eu le temps de tester beaucoup de choses dessus. Donc, mais non, le meilleur moyen, c'est podcast, mon site internet, en fait. Trop bien. Merci Florian, merci d'avoir partagé tout ce que tu as partagé parce que tu vois, je pense que c'est un autre regard aussi par rapport aux autres interviews que j'ai pu faire. Un regard aussi peut-être plus masculin, tu vois, et je trouve que c'est intéressant d'avoir, on a tous une part de masculinité, de féminité, un regard qui est peut-être tourné aussi un peu plus vers l'action et je pense que c'est important aussi de se mettre en mouvement de temps en temps. Souvent même, pour que les choses avancent. Donc merci du fond du cœur pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Je voulais terminer par une petite annonce. J'ouvre de nouvelles places de coaching individuel. Donc si tu veux, comme Florian, te faire accompagner, développer ton projet, passer aussi les doutes, passer les blocages que tu peux avoir, toutes ces croyances qui te limitent, et surtout, principalement, parce que c'est ma zone de génie, te reconnecter à qui tu es vraiment et arriver à trouver en toi les réponses, arriver à trouver en toi ta véritable nature, du coup, tu peux m'écrire. T'as le lien en description du podcast où tu peux me retrouver sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.